la création de contenu podcast, ça a été assez décisif. Ouais, clairement. Moi, dans ma formation, le premier truc que je dis, c'est développer votre réseau et arrêtez de dire que vous n'avez pas de réseau, développez un podcast. Et c'est ça un peu la définition du personal branding pour moi, c'est ce que les gens vont penser de toi à travers ton contenu. J'ai lancé un podcast pour rencontrer justement plein de formateurs. L'idée, c'était que ces formateurs-là deviennent des copains par la suite, que je puisse bosser avec eux en cooptation. Tu vois, les gens que j'ai sur le podcast, ils ont été mes affiliés quand j'ai eu ma boîte dans le e-commerce, puis ensuite, ça a été mes clients dans le mastermind. Mon actif, c'est pas ce que je fais, c'est cette audience-là. Le premier palier 0 à 10K, quels sont en quelques points clés la marche à suivre, on va dire, pour atteindre ce stade-là? Dans nos industries, on doit... Donc c'est le premier épisode de ce podcast. Je sais pas encore comment il va s'appeler, mais ça va être des thèmes sur la créateur économie, personal branding, des choses qui sont très actuelles, qu'on va retrouver aujourd'hui avec Gérald. Gérald, tu es un entrepreneur de 35 ans, bordelais. Si tu peux te présenter un petit peu mieux que moi, je pense que tu le feras mieux. Bah, déjà, c'est pas mal. J'ai en effet 35 ans, je suis en effet à Bordeaux. Merci pour ton invitation et ouais, moi, mon boulot, c'est d'accompagner, justement pas mal d'entrepreneurs qui se développent par le digital, et mes spécialités, ça va être le marketing et la vente et je les accompagne à travers un mastermind et un programme d'accélération selon les différents niveaux, de maturité de ces entrepreneurs-là donc très ravi de pouvoir parler de ça ici avec toi. OK, ouais, donc tu as une offre qui est vraiment adaptée. Tu vas plutôt toucher des débutants jusqu'au niveau expert avec ton mastermind, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. On a formé 9 500 créateurs d'entreprises à travers l'incubateur, boîte que j'ai revendue cette année, OK. et là maintenant je développe le mastermind entreprendre, et le spectre d'entrepreneurs, c'est, de partir de 20-30 cas par mois, et notre plus gros fait 20 millions par an, donc c'est quand même, voilà, il couple plusieurs activités. À ce moment-là, c'est plus des groupes que réellement que des solopreneurs, donc voilà et l'idée c'est que ce sont soit des prestataires de services, soit des formateurs, plutôt B2B. Ils vont former à des métiers où ils vont accompagner, des créateurs d'entreprises, essentiellement. OK, super, super. Ouais, cette activité, ça fait combien de temps que tu l'as pour qu'on puisse voir un petit peu combien de temps que ça fait de build un truc qui a quand même 9 500 clients total? Ouais, l'incubateur, moi, je l'ai vendu au bout de 2 ans et demi à mes associés, pour des raisons, perso, parce que je me suis séparé, de mon épouse qui était mon associée et donc je leur ai revendu la boîte, on était 3 et donc ça, c'est 2 ans et demi, et le mastermind, on rentre dans la troisième année, donc on est dans ces niveaux-là et donc voilà et aujourd'hui, donc je me focalise pleinement sur le mastermind. J'ai une cinquantaine de membres, j'ai 35 entreprises, vu qu'il y a des associés, ça fait une cinquantaine de membres, essentiellement, des gens basés en France, avec la volonté aussi de faire des choses, en France avec un socle commun, non pas idéologique, mais en termes de valeurs, en tout cas. OK. OK, ouais, super, super. Avant ça, tu as déjà eu des premières expériences entrepreneuriales ou comment Ouais, ça ouais, s'est passé enfin, un petit peu pour toi? ouais, c'est ça, en fait, on est un peu sur ma troisième mi-temps entre guillemets, ma troisième vie entrepreneuriale puisque, bon, maintenant j'ai le mastermind, juste avant j'ai eu l'incubateur comme je te le disais et tout au départ, j'ai eu une boîte qui s'appelait Spicy Checkout. J'étais dans le e-commerce, mon profil au départ, je suis développeur, je fais de la programmation et en fait, j'ai codé un checkout, donc un système qui permet de capter les cartes bleues, sur Shopify et ce checkout, il avait pour particularité, en fait, de proposer des réductions sur le panier si on souscrivait un abonnement. Donc, par exemple, tu achètes un produit chez moi qui coûte 40 €, je te propose de le prendre à 20 € si tu souscris à une offre d'essai, sur, une offre de service et on a fonctionné avec, beaucoup, d'infopreneurs, donc de formateurs, qui s'adressaient à des e-commerçants. Parce que notre système, en fait, c'était on partageait les revenus avec les e-commerçants. Donc, pour nous, c'était ultra vertueux, c'était un modèle à l'abonnement, et pour le e-commerçant, il n'avait pas à avoir à gérer, des soucis de logistique, des soucis de paiement, parce que c'est une galère quand tu fais des abonnements, c'est une galère de gérer les plaintes, les retours et cetera. Donc nous, on gérait toute la partie monétique et on faisait 50-50 toujours. Moi, j'ai tous mes business, je les ai faits en utilisant Ah, c'est chiant. la cooptation, voilà exactement, Ouais. l'affiliation et donc j'ai toujours été plus ou moins associé, ouais, comme tu dis, avec les gens qui me distribuaient. Je fais plus un business qui ressemble plus à de la grande distribution au final, qu'autre chose, et donc voilà, l'incubateur, j'ai distribué comme ça. Spicy, j'ai distribué comme ça et aujourd'hui, le mastermind, il se distribue, Comme heu ça, je te dis, ouais. ouais, par le bouche à oreille, c'est exactement ça. Ouais, je le vois tout le temps dans les stories, tu repostes les membres et franchement, les gens sont tellement ils sont satisfaits qu'ils vont venir te recommander. En fait, c'est ça, tu fais de tes clients tes ambassadeurs, quoi. Exactement j'ai fait le calcul, un client me ramène 2,5 contacts. Donc le coefficient de fidélité, il est drôlement bon, surtout que Ah c'est un ouais. business, c'est une activité qui a pas besoin d'avoir un beaucoup de renouvellement, parce que c'est un modèle à l'abonnement aussi, où les gens peuvent rester membres, assez longtemps. Il y en a qui sont membres depuis le départ.
et qui comptent pas partir. Donc voilà, le taux de renouvellement, il se fait comme ça et quand tu es dans une communauté, tu as un peu envie de ramener tes potes, tu vois? Tu vois? Je vois le truc, hein, je me faisais la réflexion l'autre jour. Moi, je viens de changer de club de boxe et ouais, bah, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai ramené mes potes. J'ai ramené Mmh, William, j'ai ramené carrément. Baptiste, voilà et donc Surtout du quand tu es coup satisfait, ouais. ouais, exactement et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans le mastermind où quand tu as un endroit où, bah, en fait, tu passes des bons moments, c'est aussi ça. Là, on est la veille, enfin, on est à le jour de la rencontre, c'est la ma ma il les gens arrivent ce soir, on est le mercredi, demain, on a la rencontre donc du coup à Bordeaux, donc 2 jours de séminaire. Les gens, ils sont comme des oufs. Ce soir, ils vont commencer à aller boire des coups, discuter, parler business. Il y en a même qui bossent ensemble, s'il y a des prestataires qui bossent avec des annonceurs et tout, prennent le temps justement de se voir, c'est une rencontre pour eux et puis demain, on bosse, de manière, intense, quoi. Donc il y a des gros moments de kiff, des gros moments de boulot et c'est ça le mastermind et donc tu as envie d'avoir tes potes dans ce moment-là. Clairement, ouais, c'est un des meilleurs endroits, je pense, en France pour se faire du réseau, c'est, les masterminds comme le tien, qui sont très poussés avec, bah, des personnes qui ont, des galères communes, en gros et qui vont pouvoir s'aider dans ces moments-là, faire appel tac, ce prestataire, il m'a débloqué ça et cetera. Ça peut aider. Toi, comment est-ce que tu as développé ça, ton acquisition, vraiment au tout début, de ce mastermind? Vu que maintenant ça tient grâce, au bouche à oreille, mais je suppose qu'au début, c'était pas forcément le cas? Alors au départ, moi j'ai lancé au moment où je faisais Spicy, donc il y a un moment, hein, c'était pendant le covid, j'ai lancé un podcast pour rencontrer justement plein de formateurs. L'idée, c'était que ces formateurs-là deviennent des copains et par la suite, que je puisse bosser avec eux en cooptation et beh, ça j'ai commencé comme ça et aujourd'hui, le mastermind, il est rempli par les gens que j'ai interviewé à l'époque. Donc, moi, dans ma formation, dans l'accélérateur, dans mon programme, le premier truc que je dis, c'est: «Développez votre réseau et arrêtez de dire que vous avez pas de réseau, développez un podcast». C'est pour ça quand tu m'as invité, j'ai dit: «Mais Clairement. enfin, trop bien», tu vois? C'est le meilleur Ouais. moyen. Tu dis à un mec: «Viens, on s'assoit, on parle de toi pendant 1 heure», tu sais, on est tous narcissiques, on est tous hyper Clairement. égocentriques. Personne te dit non, tu vois? Et après, bah, tu vois, ça te permet de rentrer en connexion, les gens sont Bah, sympas et c'est ça ça. permet de faire du business après. Moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Je sais pas si c'est parce que je suis dans le sud-ouest et qu'on commence toutes nos relations, amicales par le fait de boire une bière, tu vois? Mais heu tu vois, je vois un peu le business comme ça et donc aujourd'hui, les gens qui sont dans le mastermind, c'est des gens que j'ai rencontrés grâce au podcast au départ, des gens avec qui j'ai fait du business à l'époque ou même des concurrents, enfin voilà, ça a été Ouais, c'est l'occasion. Mais le podcast, ça a vraiment été ma porte un gros d'entrée. déclencheur. Bah, ouais, si tu mets le pied dans la porte, quoi, comme on dit, les commerciaux, c'est un peu à l'ancienne, qui vont vendre des fenêtres et des volets, aux petits Heu, vieux, ben, ils disent: «Le plus dur, c'est de mettre le pied dans la porte». Bah, là, c'est pareil, quoi. C'est vraiment, tu crées de la relation et du coup, tu es pas dans la transaction, c'est-à-dire que tu vas pas closer. C'est juste, tu dis: ouais, «OK, en c'est fait, de l'échange. on est potes, on s'entend bien, donc sur le côté sympathie, il y a pas de problème. Je sais comment tu bosses, je connais tes résultats, je connais tes valeurs, donc je sais qu'au niveau de l'expertise, c'est bon. Ben, je rejoins ton mastermind, dans quelques semaines, dans quelques mois, et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Trop bien, mais ouais, j'ai vu des invités assez connus en France comme Alec Henry, Tugan Barrett et cetera, des personnes qui sont très reconnues surtout pour leur domaine. En fait, là, c'est au-delà du niveau de popularité qu'ils ont, c'est surtout que tu as invité des personnes qui sont très qualifiées dans leur domaine, quoi, des top français, on va dire et ça t'a permis après, de développer un réseau de fou évidemment, c'est un Ouais. super outil. Faire plein de trucs, faire investir avec eux ou même, dans leur boîte, tu vois? Il y a Sixtine et Valran qui sont venus, qui sont les cofondateurs du Crayon. Bah, en fait, quand ils ont levé des fonds, bah, nous on a mis un ticket, on a eu accès à ça, ce qui fait que tu signes sur un papier sur la levée de fonds juste à côté de Xavier Niel, tu vois? C'est plutôt Mmh. stylé. Alors nous C'est évidemment ultra fermé comme cercle. on n'a pas mis le même montant que Xavier Niel, tu vois? Mais voilà, ça te donne accès à des choses et ça, c'est des gens que j'ai rencontrés grâce au podcast. J'ai envoyé un message à Valorant il y a quelques années, il m'a dit: «Bah, ouais, carrément, on le fait» et puis ça s'est fait comme on se le fait là, tu vois? Donc trop bien. Alec aussi pareil, Alec après il a intervenu dans ma formation pour faire un cours. Il y en a plein, plein, plein. Jérémy Coleman aujourd'hui, c'est un de mes clients et un ami que j'ai rencontré également grâce au podcast. Nos podcasts, on s'est invités mutuellement. Donc vraiment, ça, c'est vraiment très, très cool et heu et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de podcasts qui sont basés sur les storytelling. C'est beaucoup plus maintenant sur des éléments de valeur, mais on peut avoir une ligne édito au lieu de dire, «OK, comment tu as fait?» Ça c'était un peu ça à l'époque, comment je le faisais. C'est, «Comment tu as fait pour réussir, du jour au lendemain?» En gros, c'est ça se résumait à ça. Tu passais 1 heure à dire ça. «J'ai grandi dans la galère et j'ai réussi du jour au lendemain». Maintenant, ça s'est un peu passé de mode, mais on pourrait se mettre un sujet. On pourrait dire: «OK, beh, j'ai envie de parler, de personal branding, j'ai envie de parler de marketing evergreen, j'ai envie de parler, de la peur du manque, j'ai envie de parler de tout ça». Bah, du coup, tu prends un invité et tu parles de ce sujet-là
et ça fait de la valeur pour tout le monde. On est tous à chercher de faire des réels, faire des contenus, des machins. Alors je sais que c'est quelque chose que toi tu fais et c'est trop bien. C'est un format long vers le format court, c'est quelque chose qui est vraiment génial. Moi, j'ai développé tous mes réseaux comme ça. Ouais, c'est vraiment une super technique parce que tourner, on se dit que c'est long et cetera, mais là, c'est un format qui va te prendre 1 heure et tu vas pouvoir en sortir, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de vidéos courtes et après en plus, ouais, même, au-delà de développer ton réseau, comme tu fais des vidéos qui sont quand même assez nichées, tu vas ramener aussi du monde, les gens qui vont t'écouter, ça va être des potentiels leads, plus tard. Donc, ouais, c'est vraiment un bête d'outil sur ça et ouais, tu fait combien d'épisodes à peu près, avec, les gros mots, tu saurais me dire? À un moment, j'étais très régulier, parce que j'attendais d'en avoir, à peu près une dizaine pour pouvoir lancer. J'ai plus le chiffre exact. En plus, je crois qu'à chaque fois, je réponds à cette question dans un podcast, je réponds jamais le même chiffre, donc je vais arrêter de dire n'importe quoi. Mais non, j'ai dû ouais, entre 5 et 10 épisodes avant de lancer et après, j'en avais vraiment un par semaine, pendant 2 ans, bien comme il faut et là, bah, ce projet-là, je vais le reprendre fin mai, les gros mots où je vais, plutôt tourner ça comme un talk, comme on aurait sur CNews, BFM ou autre chose, tu vois? Se faire un peu des sujets d'actu économique et entrepreneuriale, et le faire à plusieurs invités. Heu, Ah oui, OK. c'est ça que j'ai envie de relancer. J'ai déjà fait un petit peu, sur certains épisodes, notamment un sur la sortie d'un film et cetera. On l'avait fait à 3 invités et c'est ce format-là que je vais faire dans les prochains trucs. Mais le nombre d'épisodes, je sais pas te dire à peu près, mais à un moment, j'étais assez régulier et c'est vraiment la régularité qui m'a, moi, permis d'avoir des résultats parce que je me suis amélioré personnellement, et en plus de ça, ça a fait du bien pour l'algo, quoi. OK, ouais, c'était ma question qui allait suivre justement, c'est avec toute cette expérience, c'était quoi la clé selon toi pour, développer un podcast à succès justement, sur les différents réseaux? En vrai, c'est, le fait de toujours publier. C'est vraiment ça, donc d'anticiper les moments où on va avoir moins le feu sacré, où on aura moins envie de le faire. Hem, voilà, il y a ne pas chercher la perfection, ça c'est vraiment ultra, ultra important. Moi, mon format qui a marché le mieux, mais c'est parce qu'il était déjà bien implanté, c'est le format draft où je faisais des formats tout seul, où je parlais juste de mes idées, je me posais le cul sur mon canapé, je mettais mon micro et pendant 1 heure, je racontais des trucs qui me passaient par la tête. C'était un peu mon carnet de pensées. Et donc et ça a super bien marché. J'ai pu le faire parce qu'il y avait déjà un petit peu d'audience, mais c'était Ouais. tout ce qu'il faut retenir derrière ça, c'est qu'en gros, c'était imparfait, mais le fond, prime sur la forme, en fait, dans le podcast et ça, c'est vraiment ultra important parce que là, on va se parler, pendant 1 heure et quelques, si on retient, s'il y a 4-5, voire même 10 minutes de trucs bons, ça sera exceptionnel et tout le reste, en fait, c'est pas désagréable à écouter, mais Ouais. voilà, le pourcentage de trucs, avec énormément de valeur, énormément de déclics, au final, tu te rends compte que c'est pas beaucoup. Mais dans le podcast, ça fait pas de déchets. Une vidéo YouTube, comme ça, alors moi, les podcasts, ils sont sur YouTube, mais un format YouTube, genre un 15 minutes YouTube où tu as 1 minute de valeur, bon, bah, ça, c'est relou, tu vois? On next direct, quoi. Carrément, beh, c'est ce que j'ai cru beaucoup comprendre avec toi, c'est que tu étais pas mal adepte de cette loi de Pareto justement du petit qui ramène beaucoup, on va dire et ouais, du coup pour ça, vraiment, faire, c'est mieux que essayer de chercher la perfection déjà C'est et clair. ensuite on voit, quoi. Ouais et puis on ouvre les yeux et on regarde ce qui marche pas, les trucs qu'on aime faire, les trucs qu'on n'aime pas faire. Parce qu'il faut que ça soit écologique, il faut que ça nous amène du résultat, mais il faut qu'on aime le faire. Genre, on n'a pas choisi de faire nos métiers sur internet, pour avoir des vies chiantes et faire des trucs qui nous emmerdent. Donc, en fait, si déjà à la fin de du premier coup, on se rend compte que ça nous fait chier, on laisse tomber et on essaie de s'adapter, quoi. Enfin, on laisse pas tomber, on s'adapte plutôt, je me rectifie. OK, Si carrément. on va pas le tenir, on va pas le tenir dans le temps, donc Ouais, donc toi, pour toi, tu dirais quand même que la création du contenu, en podcast, en majorité quand même ou peut-être d'autres formats que tu as fait, je sais pas forcément, ça a été, assez décisif dans la progression de ton business actuellement? ouais, clairement. Alors moi, c'est pas du contenu, vu que je m'adresse à des pros, c'est pas du contenu d'acquisition, c'est du contenu d'activation et de trust. Et donc, tu vois, toi, tu as vu les épisodes, tu m'as dit, au départ, c'est les noms qui t'ont surpris des invités que j'avais eus, parce que tu me connaissais pas et du coup et après tu as écouté les autres trucs et tout. Mais en fait, c'est exactement comme ça que ça se passe. Tu vois, nous, on faisait avec l'incubateur, on avait un truc, on avait des solutions pour, faire payer les gens avec leur CPF, tu vois? Le CPF, c'était ultra, ultra flou pour beaucoup de gens. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité directement la Caisse des dépôts. Donc ceux qui payent le CPF, tu vois, l'organisme d'État. Donc c'est l'équivalent des impôts, si tu veux, mais pour, Ouais. ou c'est voilà, si j'avais Oh faisais là de la là, carte OK, vitale, j'ai formation. invité les gens de la sécu, tu vois? Et Mmh. je les ai invités, j'ai dit: «OK, expliquez-nous comment marche le CPF. Comment on fait en sorte de pas se faire arnaquer quand on est un client du CPF? Comment on choisit son bon formateur?» et cetera. Ben ça, moi, mes partenaires, quand ils voient un truc comme ça, ils disent: «Waouh, en fait, il fait les trucs bien, il se cache pas, il invite directement la Caisse des dépôts, il fait les trucs, les trucs comme il faut». Et donc voilà, ça, je pense que ça a été décisif en termes de confiance. Parce que quand tu te postes à un micro pendant 1 heure, tu racontes ta vie,
c'est compliqué de bullshitter pendant 1 heure, 1 fois par Ouais. semaine. C'est ultra Et authentique, ouais. voilà, et donc en fait, tu vois, tu vois si la personne en fait elle est, tu vois si c'est quelqu'un de tordu ou pas, et dans nos industries, il y a énormément de tordus. Donc c'est bien un peu de montrer patte blanche, en expliquant un peu nos idées. Moi, j'ai des idées qui sont ultra en plus, enfin qui sont pas dans le camp, qui sont pas ultra mainstream, tu vois? J'ai même parlé un petit peu de politique à un moment, j'ai parlé de religion aussi, et c'est des sujets qui sont un peu clivants sur internet. Moi, j'ai pas eu peur de le faire parce qu'en fait, c'est vraiment moi. Et en l'occurrence, tu vois, mes idées, elles sont pas dingues non plus, tu vois? Mais c'est un risque à prendre, et parce qu'en fait, on crée un personnage sur internet. Ça veut pas dire qu'il est faux, hein, c'est-à-dire qu'on se crée une Ouais, identité. c'est soi-même, quoi. Ouais, moi, je montre mes gosses, performance perso, et je montre mes clients. C'est les 3 trucs que je montre dans mon contenu tout le temps. Bah, il fallait que je montre aussi dans les performances perso, il y a le développement personnel, et moi, ce qui me un des piliers de mon développement personnel, c'est le fait d'aller à l'église. Bah, ça, tu vois, il y en a pas beaucoup aujourd'hui qui le font. Il y en a, ils préfèrent pas prendre de risques et plutôt, se montrer à faire du wakeboard à Dubaï. Bah, c'est très bien, c'est eux, c'est leur personnage et je juge pas, et c'est très bien. Mais juste voilà, moi j'ai préféré montrer l'authenticité, et le podcast pour ça, c'est vraiment bien. De toute façon, les gens vont s'identifier à toi et ils vont ressentir un peu ce que tu es, en vrai et tu vas attirer un peu ce qui t'est commun et de toute façon, si tu essayes de faire un faux jeu, on va dire, sur le long terme, ça tiendra C'est ça, c'est jamais, je compliqué. pense. Ouais, exactement. De toute façon, c'est ça un peu la définition du personal branding pour moi, c'est ce que les gens vont penser de toi, à travers ton contenu, mais il y a des gens qui essaient de trafiquer leur personal branding et en fait, ça marche pas, quoi. Non, 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 bah, en fait, Et c'est ça, si c'est pas écologique, de toute façon, on va pas le tenir, et s'il y a pas d'authenticité, ça va se ressentir. Comment? Je sais pas, mais il doit y avoir quelque chose ouais, qui bizarre. l'énergie qui passe pas, et ça fait un truc bizarre, quoi. Ouais, ça se ressent, quoi. Et pour toi, est-ce que c'est obligé pour toi de se montrer un peu sur les réseaux actuellement pour lancer un business ou est-ce qu'on peut le faire sans tout cette chose? Hem Quand on décide d'entreprendre sur internet, il faut jouer avec les codes d'internet. Tu vois, il y en a plein, ils vont te dire, «Non mais Bernard Arnault, il se montre pas sur les réseaux, machin et cetera». Oui, mais Bernard Arnault, c'est pas, c'est voilà, c'est ni Clovis ni Gérald, si tu veux. C'est pas la même industrie, ils sont ni prestataires de services, ni coach, ni formateurs, ni mentor, ni je sais pas quoi. Ils ont ces gens-là, ils ont d'autres métiers. Donc on joue avec des règles qui sont propres à nos propres activités. Aussi la génération, toi et moi, on n'est pas de la même génération, mais on est quand même les mêmes codes, où quand on consomme, on aime bien savoir qui est Ouais, derrière la marque carrément. qu'on consomme. Donc moi, je pense qu'en effet, c'est important de le faire. En tout cas, moi, dans tous les programmes, dans toutes mes interventions et dans toutes mes formations, je recommande aux gens de le faire. Surtout qu'on Ouais, peut le faire de manière simple, comme on le dit depuis tout à l'heure, et on n'est pas obligé de montrer, son petit déj en photo, comme c'était dans les années 2000 là où, les gens, ils prenaient en photo leur bouffe et je sais pas quoi. Tu pas obligé de montrer tes orteils à la plage et cetera. C'est pas forcément ça faire les réseaux, mais c'est expliquer en fait les valeurs sur lesquelles tu reposes, hem, enfin expliquer ton positionnement, ce que il le quel fait, problème ouais. tu résous, à qui tu t'adresses et comment tu résous ce problème-là. Démontrer de la preuve sociale. Donc voilà, j'ai aidé telle personne à faire tel truc. Voilà, c'est tout. Ah, Même si on n'a pas envie de le faire, si on a vraiment envie d'impacter à travers nos business et nos missions, c'est un outil obligatoire. Tu vois? J'ai envie de dire, alors je vais utiliser des mots un peu, je vais grossir le trait, mais les mecs qui vont, dans un pays pour, réinstaurer, la démocratie parce qu'il y a, un dictateur qui a pris le pouvoir, de manière un peu bizarre, bah, en fait, ils y vont avec un fusil, tu vois? Ils ont pas spécialement envie de tirer sur des gens, mais le fusil, c'est un outil au service, en fait, du bien. Heu, donc en fait, bah, là, un peu, c'est pareil. Il y a des gens, ça peut les faire flipper ou ça peut les emmerder de faire du contenu, mais c'est un mal nécessaire pour eux, tu vois? Et en plus de ça, c'est pas très agréable s'il y a des solutions hyper écologiques, comme on dit depuis tout à l'heure, avec des formats longs vers le format court, et ça tu l'expliques très bien donc. mais je crois que c'était Ray Dalio qui disait ça, que si jamais tu es en capacité je vais faire un petit parallèle, si jamais tu es en capacité de vendre quelque chose à quelqu'un qui en a besoin, tu te dois de le faire. C'est un peu pareil avec les réseaux. Si jamais tu es en capacité d'aider plein de gens par un outil qui est du coup les réseaux sociaux, tu limite obligé de le faire, sinon tu es un peu en train de trahir des gens parce que tu pourrais les aider, quoi. Exactement, et donc ça, c'est pour la com, mais c'est pareil pour la vente. Tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant: «Ben, en fait, moi, j'aimerais avoir un marketing tellement efficient que j'ai pas besoin de vendre». Mais attends, mais c'est pas parce que toi tu veux pas vendre que les autres ils ont que ta clientèle n'a pas envie que tu leur vendes des choses. Tu sais, très souvent on pense que les réseaux sociaux ça va être, du narcissisme, une forme de narcissisme, que la vente c'est forcément de l'arnaque et cetera et cetera. Non, c'est des moyens
qui permettent de servir le truc. L'entreprise, en fait, on se doit, comme tu le dis, de maximiser ses chances de réussite parce que c'est notre boîte, notre projet qui va nous permettre d'avoir la vie qu'on veut et d'être les personnes que l'on a envie d'être, quoi. Ça nous crée les moyens donc ouais, pour moi, c'est un mal nécessaire. Moi, c'est quelque chose que je recommande, c'est d'être très humain dans son contenu. C'est ce qui va marcher en vrai. C'est un peu ce sur quoi on revient. C'est comment dire. Tu vois, en fait, en plus avec l'intelligence artificielle, il y a même des contenus qui vont être artificiels dans les prochaines années. Et je pense que justement, ça va remettre l'humain encore plus au centre du contenu. Bien sûr. On le voit déjà, hein. Carrément. On le voit déjà. Tu remarques même les copywriters LinkedIn, Oui, voilà et en fait, on voit qu'ils reviennent à des choses extrêmement simples, beaucoup plus authentiques, parce qu'en fait, les trucs un peu chiants, un peu longs, un peu, ben, clairement automatisés quoi, ben, on en a soupé déjà quoi et ça, c'était le clairement. gros risque, hein. C'était le gros risque, hein, d'avoir, une une Il y a, une une émergence de la facilité, enfin, le voilà, une facilité de production qui soit trop développée. Ça moyenne ça moyenne la qualité, mais bon, l'avantage de ça, c'est qu'on retrouve de l'authenticité après derrière. En fait, ouais, ça permet à 80% des personnes de faire beaucoup, sauf que ceux qui vont se dire tiens, au lieu de faire beaucoup, si je faisais bien, si moi je faisais un peu moins, mais je m'assure d'avoir un truc cool. Et même en vrai, tu peux faire la même quantité, mais ça va peut-être demander plus de travail. Mais pour moi, ça va être que des choses quali et justement, ça va sortir du lot, ça va même en faisant quelque chose qui avant aurait pu être, pas être classique, ça va exceller vu que il y a justement cette masse qui a qui va déborder de choses classiques et basiques qu'on va revoir. Euh, c'est pareil dans le setting. Je sais pas si tu le vois beaucoup sur que ce soit sur LinkedIn ou Instagram. Tu reçois que des messages générés par IA. T'en as marre, quoi. Et si Ouais, jamais il y a des gens qui font avec une approche beaucoup plus humaine, bah, tu vas c'est plus ça. répondre. Le setting IA et tout, moi, je suis contre pour l'instant, déjà parce que j'ai rencontré aucun modèle qui fonctionne et en plus de ça, je pense que le setter, alors moi, j'ai une théorie un peu particulière là-dessus. Pour moi, ça doit être la même personne que le closer. Parce que je préfère travailler la qualité que la quantité. Je préfère vraiment instaurer une relation dès le départ, avec le prospect. Comme ça, au moins, quand on arrive, l'icebreaker de l'appel, les 1 secondes, c'est vachement plus fluide et donc du coup, ça va forcément faciliter la conversion et le setting, en fait, ça permet aussi de nourrir la boucle de feedback. Parce qu'en fait, si tu ne parles que aux gens qui ont accepté de prendre un rendez-vous et tes coachs ne parlent que ou enfin, ou les gens qui font le delivery ne parlent que aux clients, donc ceux qui ont accepté de payer, tu ne parles qu'à une infime partie des gens qui écoutent ton message et le setting, l'avantage, c'est que tu vas tout au début, de l'entonnoir et ça nourrit vachement le marketing parce que c'est à ce moment-là, en fait, que les gens il faut discuter le plus avec eux parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont le plus d'a priori, parce qu'ils ne peuvent avoir que des a priori puisque c'est avant tout type d'échange, tout type de transaction ou tout type d'expérience client. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut capter un maximum de trucs pour nourrir le marketing, améliorer tout ça et améliorer la ouais, la perception de la marque, la perception de la valeur et donc ouais, moi je pense que ça c'est de l'humain et tout ce qui est, les formulaires, les machins, les trucs, moi j'y crois pas à ce truc-là. Parce qu'il faut lire entre les lignes quand tu discutes avec quelqu'un pour comprendre réellement son problème et ça et ça c'est un truc que je répète à longueur de journée donc tu me mets dans un fauteuil avec ce sujet-là. Ouais, carrément. Ouais, moi je pense que exactement pareil. Surtout que la personne elle va voir les problématiques qu'elle a rencontrées. Donc après, une fois lors de l'appel, elle va ça va être beaucoup plus simple pour elle aussi le closing. Je pense qu'il va être facilité par le setting en amont qui a été fait par la même personne. Parce que si jamais le setting il a été fait par un setter qui va plus être après dans la boucle, normalement il y a un travail de transmission qui doit être fait, mais c'est jamais pareil que si jamais tu as eu la personne en direct avant Ouais, toi-même, exactement. quoi. Ouais, exactement et non, mais ça à 100 quitte même à ce que pourquoi pas faire des boucles à 3 tu vois? Avec si admettons, il y a setter, closer, qui sont voilà, c'est pas les mêmes personnes. Pourquoi pas très rapidement, démarrer une conversation à 3 en préparation de rendez-vous, comme ça, au moins, tu vois, la personne est un peu plus effacée, mais elle est déjà dans la boucle et au moment où elle rentre dans la boucle, c'est pour closer et dans ce cas-là, quand je dis la personne, en effet, c'est le vendeur, le closer. Mais ouais, ça c'est ultra capital et je pense et c'est une théorie, dont on en a parlé il y a pas très longtemps dans le mastermind, on pense que ça va être une nouvelle tendance, que pour les boîtes qui ont plusieurs coachs, plusieurs closers et cetera, on va être de plus en plus maintenant à les, afficher un peu comme Scalesia, Benoît Dubos fait ça, il met en avant ses closers. Et il leur fait monter le personal branding. Il y a aussi Toinon, qui fait ça, chez Wallaxy. Et ils les font monter en personal branding, ce qui fait que tu as aussi des affinités avec tel ou tel closer. Parce qu'il y en a un, il va être fan de tatouage, l'autre il va être fan de muscu, l'autre il va être fan de piano. Et s'il en parle un minimum, évidemment au service du business, hein, l'idée c'est pas d'être dans l'intrusion, mais bah, en fait tu crées forcément des connexions. Donc D'accord. voilà.
Quand tu es avec un closer, alors que tu t'attendais à avoir le founder que tu suis sur les réseaux duquel tu es fan, c'est pas la même chose aussi. Ouais, exactement, ouais, sûr à 100. Et du coup, il faut arriver à recréer cette connexion-là et heu et heu et tu vois, il y a quelque temps, la pub, c'était pas encore enfin, c'était moins cher, tu vois? Depuis le covid, je pense qu'on a fait fois 3 fois 4, tu vois, le coût par prospect. Communiquer sur les réseaux, pareil aussi depuis ces années covid. Là, on est en 2025 au moment où on tourne, mais donc ça fait pas si longtemps, mais en fait, ça fait une éternité, tu vois, en termes de maturité de business. Ce qui s'est passé en 5 ans, c'est juste dingue et on c'est maintenant, il y a de plus en plus de monde qui communique avec des outils de plus en plus simples. Donc voilà, il y a moins en moins de freins, et donc il faut se démarquer et donc il faut qu'on aille activer ce contenu, il faut qu'on aille activer cette pub à travers de la relation. Donc en fait, on revient à des choses assez terre à terre, quoi. On revient à de l'humain, en fait, tout simplement. Heu, tu beaucoup dans l'automatisation, mais là, maintenant, on n'a plus le choix. Ça coûte trop cher et la concurrence, elle est trop haute pour, juste mettre un truc comme ça et se dire: «OK, avec un peu de chance, ça va fonctionner». Ça, c'est juste plus possible. Ouais, clairement. Clairement, c'est un élément de différenciation qui est ultra fort et justement, on est dans un marché qui est, un peu saturé, on peut le dire. Après, c'est peut-être plutôt sophistiqué le mot, je dirais, mais toi, comment, est-ce que tu amènes, par exemple, tes clients à se positionner, sur un marché qui est comme ça, qui est de plus en plus rude, on va le dire? C'est quoi tes les critères clés que tu regardes, Bah, sur un marché? déjà, si on parle, sur des positionnements qui peuvent sembler être, très, 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 similaires à la concurrence, ben, ce qui va donc le positionnement, hein, c'est vraiment ce qu'on rép ce que c'est c'est notre boulot, hein, en gros et après il y avoir la perception, donc tout ce qui va être le travail autour de la marque. Moi, si je décide d'expliquer que, je vis à la campagne, que, j'ai un chien et que je vais à l'église et que machin, que truc, c'est parce que je me dis que les gens, quand ils vont percevoir ça, ils vont pas me mettre en concurrence avec un mec de Dubaï. Ils vont pas mettre en concurrence non plus avec un mec de Bali. Ils vont pas mettre en concurrence avec un start-upper de Paris et cetera et cetera. En gros, ils arrivent à me mettre dans une case et c'est pour ça que les conseils que je donne, même au niveau même du de la ligne édito, c'est des conseils qui ne je ne parle jamais d'innovation. C'est une, c'est interdit de parler d'innovation, enfin, tu m'entendras jamais parler d'innovation. Je retrouve toujours je reviens toujours à des principes premiers, à des trucs de logique, du bon sens paysan, tu vois? C'est ça que je veux renvoyer et donc j'ai envie de dire, si on est dans un marché qui est sophistiqué, moi je fais du coaching business, tu apprends à des gens à gagner de l'argent sur internet. Enfin, c'est le truc le plus saturé, qu'il puisse y avoir. Ben, je suis obligé de jouer, sur, la tonalité de mon message et mon branding. Ouais, Heu, donc voilà. Après, si je dis n'importe quoi, moi j'ai pas mal de monde dans la remise en forme. Remise en forme, c'est une énorme niche, mais en fait, il y a tellement de sous-niches qui sont possibles. Par exemple, tu peux, travailler avec, voilà, là, tu peux travailler sur ton positionnement, donc du coup, avec des femmes post-accouchement, avec des hommes en surpoids, qui arrivent pas à choper des meufs sur Tinder. Ensuite avec, des, femmes en préménopause ou alors avec des mecs qui reviennent de blessures, des mecs qui préparent le concours de pompiers et cetera et cetera. Tous ces exemples-là, c'est des exemples que j'ai eu moi dans mes formations et donc là, le positionnement, on peut se nicher, le marché est tellement grand qu'en fait, un micro, un voilà, une nanofraction de ce marché-là, il suffit pour avoir déjà un business hyper florissant. Donc voilà, soit par le positionnement s'il y a de la place, si on peut fragmenter ce marché-là, soit par le branding si jamais vraiment c'est par le la marque qui OK. fait la différence. OK, ouais, donc soit se nicher, soit, trou créer sa différenciation et sans créer sa chose à soi, quoi. OK et ouais, tu penses qu'il y a des niches qui sont plus rentables que d'autres actuellement, qui sont, comment dire? Des choses qui sont tellement saturées ou tu penses qu'on peut faire de l'argent dans tout ou que, il y a des choses qui sont mortes aujourd'hui? Ouais, alors je me méfie, tu sais, des conseils un peu universels parce que je vais te dire: «Ah non, aujourd'hui, lancer un business dans la séduction, ça va être compliqué» et cetera et en fait, on va avoir un contre-exemple, où le mec est en train de ou la nana est en train de tout rafler, quoi. Donc Ouais. non, là-dessus, je pense juste que, bah, si, il y a de la concurrence, qu'on arrive à percevoir que cette concurrence-là, même si elle est dense, ils arrivent quand même à bien vivre, c'est qu'il y a de la place. On vient de donner des éléments de différenciation possibles, donc il faut travailler là-dessus. Moi, je me méfie plutôt des marchés, où, justement il y a pas de concurrence. Quand on me dit: «Non, j'ai une super idée» et en plus il y a pas de concurrent, déjà il y a 2 red flags. J'ai une super idée, donc déjà ça, voilà, j'aime pas et il y a pas de concurrent, donc je me méfie. Donc mais ça veut pas dire que ça marchera pas non plus. Je me méfie en tout cas des conseils universels, donc j'essaie de pas trop en donner. C'est juste que voilà, s'il y a de la concurrence, bah, on a un devoir on doit être véloce, on doit lancer rapidement, copier les plus grands au départ. Ça me dérange pas du tout, ça, copier, améliorer et quand on est dans une niche un peu plus confidentielle, ben, c'est, aller très, très vite, discuter avec la cible, pour valider notre thèse parce que là, on n'a pas de preuves, on a juste une thèse. Ouais,
parce qu'en fait, carrément. c'est validé, quoi. Et donc valider, ça se fait par la discussion, en DM, en message, en truc. Pourquoi pas travailler gratuitement en échange de preuves sociales? Parce que si le mécanisme n'est pas, s'il n'y a pas eu d'évangélisation de ce que l'on fait, bah, les gens, ils savent même pas, en fait, que c'est possible de résoudre leurs problèmes avec notre solution. Ils sont pas solution aware, en Ils sont fait, pas hein. aware, ouais, ouais, Voilà carrément. et donc bah, du coup, il va falloir bosser là-dessus. Et donc voilà et en tout cas, c'est plus difficile de travailler avec des gens qui ne sont pas solution aware que des gens qui ne sont pas product aware. Donc dans le sens où si les gens ne savent pas que ce que l'on fait existe, c'est plus dur que s'ils nous connaissent pas, parce que s'ils nous connaissent pas, on peut créer de la preuve facilement. Ça, il y a des méthodologies pour créer de la preuve, voilà pour créer des précédents, on ait de l'historique, on ait un CV. Qu'on soit pas dans le syndrome de, tu sais, quand tu sors d'études, que Ouais. tu postules: «Ah non, mais J'ai jamais monsieur, rien fait, ouais, vous avez jamais rien fait, vous avez pas d'expérience». «Oui, mais j'ai 19 ans et je sors d'école, donc ou j'ai voilà, ou j'ai 23 ans, je sors d'école». Oui, bon, voilà. Hem, ça, il y a moyen sur internet de créer de l'historique, ouais, et donc c'est plus simple que si la personne ne connaît voilà, vraiment pas cette solution, quoi. C'est pas exactement, que c'est possible pour elle. exactement. Donc moi, je préfère, qu'on soit personne dans une grosse niche que plutôt, voilà, qu'on démarre dans un désert complet. Parce qu'on sait voilà, on doit faire et le travail d'évangélisation et le travail de trust. Donc il y a plus de boulot. OK. Ouais, donc de la concurrence, en fait, c'est limite un point positif, quoi. Ça veut Ouais, dire qu'il y a un marché, ouais, clairement. exactement. Ouais, Mais exactement. là, ce que tu me dis sur la confrontation au marché, ça me fait bizarre d'entendre ça de la part d'un dev, à la base, historiquement, parce qu'on dit justement que les devs, ils sont beaucoup sur le produit sans aller se confronter au marché, à essayer de faire un truc parfait, avant de se confronter. Et est-ce que tu as pu, faire ces erreurs, dans ton passé? Alors, je pense que j'ai un biais parce que chaque année, je donne une conf à la Sorbonne sur le Lean, donc le Lean Startup. Ouais, Donc ouais, donc forcément, c'est un truc, j'y crois pas mal. Hem, donc ouais, évidemment, j'ai eu des projets qui sont jamais sortis parce que je voulais le truc parfait. Mais ça, c'est l'erreur à évidemment ne pas faire et on parlait tout à l'heure du podcast imparfait, le fait de le lancer rapidement, le fait d'être, bah, là, on est pareil, le lean dans tout, donc vraiment, lancer très, très rapidement un prototype, l'observer et l'améliorer. C'est ça le lean, hein. S'il y a des gens qui ne connaissent pas le bouquin, et la méthode même. Donc ouais, non, ça m'est arrivé comme tout le monde. Mais en fait, maintenant, j'essaie d'être de plus en plus efficient avec mes ressources. J'ai moins de problèmes d'argent que quand j'ai démarré. J'ai démarré à 19 ans, j'en ai 35. J'ai plus trop d'enjeux financiers, mais par contre, j'ai des enjeux de temps. Et même, j'ai envie de dire, maintenant, j'ai un peu des enjeux d'image. Donc, OK. entre guillemets, tu vois? Si je lance un truc pourri sur mes clients, Ouais, ça va être ça délicat. va. Et donc c'est pas de l'image. Enfin, tu as compris ce que je veux dire. Voilà, je suis pas une personne publique, mais en tout cas, Mais ouais, je ça peut te travaille faire moi perdre en crédibilité, quoi. exactement, tu vois, les gens que j'ai sur le podcast, ils ont été mes affiliés quand j'ai eu ma boîte, dans le e-commerce, puis ensuite ça a été mes clients dans le mastermind et si je lance un truc demain, ça sera très certainement Tu en mes confiance. mes investisseurs. Donc en fait, c'est ça mon actif. Mon actif, c'est pas ce que je fais, c'est, cette C'est audience-là. toi. Donc je dois pas les cramer. Donc Ouais. heu, donc voilà, donc le lean, j'étais un peu obligé de l'implémenter, c'était du bon sens. Mais évidemment, j'ai fait l'erreur, comme tout le monde, de pas vouloir sortir le truc trop tôt, de penser qu'il y avait un marché alors qu'il n'y en avait pas, voilà, de manquer d'humilité parce qu'en fait, c'est ça, hein. Quand on veut sortir le projet parfait, c'est qu'on manque d'humilité. C'est qu'on pense en fait qu'on a, trouvé la clé d'un truc, d'un de du tu sais, du trésor des Templiers, tu vois? Non, ça marche pas comme ça. L'entrepreneuriat, ça marche par itération. La norme, c'est d'échouer. Donc quand on sait ça, on essaie d'échouer le plus vite possible pour apprendre et ensuite refaire. C'est-à-dire quand tu joues aux échecs, tu passes ta journée à essayer de mettre le truc dans le mille, tu réussis jamais du premier coup. Ben là, c'est pareil, quoi, c'est itératif. Donc, on teste, on se casse la gueule, on refait, on s'améliore et cetera et cetera et c'est pareil pour tout. Quand tu joues au rugby, tu tapes des pénalités, c'est pareil, c'est itératif, quoi et au départ, on tape des coups de pied, assez près en face et puis ensuite on va assez loin sur le côté. Et ben, l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu démarres les coups faciles au départ, donc sur un prototype, tu te crées des certitudes, tu sais sur quoi tu es bon, sur quoi tu es moins bon, tu valides les trucs que tu croyais vrais, tu invalides les autres et puis petit à petit, tu t'améliores, tu deviens de plus en plus efficient et vu que tu vas faire des trucs de plus en plus durs, bah, en fait, tu vas garder un niveau constant, en fait, de succès et surtout tu gaspilles pas ton temps, tu gaspilles pas ton argent et tu restes un peu amoureux de ton projet. Parce que si tu vas de micro-victoire en micro-victoire, c'est vachement, plus bonnard à faire que de se casser la gueule, de passer, 3 mois à développer un truc, 3 mois encore, je suis gentil, et de se prendre une porte et en fait, tu as investi ton Ouais. oseille, Ouais. tu as investi ton temps, ta nana, elle est Tu prête à limite dégoûté après, elle a marre de ton truc, tu passes pour un rêveur auprès de tout le monde. Tandis que là, si tu fais le premier truc, ben, si tu tu fais un verras bien, quoi.
exactement. Il faut bien comprendre ce que c'est que l'actif, dans nos métiers. L'actif, c'est les gens qui nous font confiance et donc ça, il faut qu'on gravite autour de ça. Moi, c'est pour ça que j'ai pas besoin de discuter avec beaucoup de monde parce qu'en fait, mes clients, ils passent un petit peu par tous les rayons de mon magasin. C'est un LTV qui est super élevé, quoi. Ouais. Moi, au bout de 3 mois, j'ai 80 des membres de mon mastermind qui ont pris un upsell dans une des boîtes dans lesquelles j'ai investi, en media buying, en recrutement de closer et cetera et donc et ça se fait naturellement sans que ça soit forcé. Parce que je leur mets juste des checkpoints sur leur parcours. Le mastermind est là pour éveiller aux problématiques marketing et vente des clients. Très rapidement, ils vont se rendre compte que le média buyer n'est pas à la hauteur ou qu'ils ont besoin de tester une nouvelle régie. Bah, ça tombe bien, on a des solutions pour ça. En plus, c'est pas moi qui le vends, tu vois? Donc, c'est encore voilà, Tu ça pas part. du tout dans l'opérationnel, mais ça te fait quand même bénéficier. Ensuite, une fois que tu as amélioré le marketing, qu'est-ce qui se passe? Tes closers, ils pètent un plomb. Et donc, du coup, tu as besoin d'améliorer ton système de closing. Et donc, on a des solutions pour ça, et cetera, et cetera. Et donc voilà, ça, c'est bien. Sacré, ouais. Et donc ça, je le fais. Je sors pas un produit parfait où je dis, «Venez, vous avez à la fois, une communauté, de la formation, du closing, machin». Non, ça se fait ça se fait dans le parcours client. Mais ça, j'ai pu le faire que de manière itérative. J'aurais pas pu imaginer au départ que mon business allait être ça et qu'en fait, j'allais quasiment plus gagner d'argent sur les upsells que sur mon front. Ouais et comment tu as fait pour, mettre en place tous ces systèmes, qui sont pas que c'est pas toi qui les dirige, mais par exemple, les closers et cetera avec lesquels, tu mets en contact et en lesquels du coup tu dois avoir confiance et que tu as pu, c'est des contacts, c'est des personnes que tu as co Bah, en fait, c'est des gens que j'avais dans le mastermind. C'est des boîtes que j'ai dans le mastermind. Parce que comme je t'ai dit, il y a une partie d'annonceurs et une partie d'agences dans le mastermind. Et en fait, la thèse là, en l'occurrence, c'est William et Vincent qui ont développé, une boîte qui s'appelle Dracar. Heu et en fait, je les entendais discuter dans le mastermind et ils disaient: «En fait, non, il y a pas de A player, il y a pas de closer star, parce qu'un super closer dans une boîte, ce sera le plus mauvais dans une autre». Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit: «Mais putain, c'est ce que je passe ma journée à répéter en marketing». C'est qu'en fait, un bon marketeur dans une boîte ne sera pas forcément bon dans l'autre parce que ça dépend de sa sensibilité, ça dépend de ce qu'il a compris de la boîte, ce qu'il a compris de la cible. Et donc, en entendant ça, je dis: «Bah, les gars, ça m'intéresse, de continuer à développer ça». On est vraiment, alignés sur les discours. Et au bout d'un moment, à force de se renvoyer du business les uns les autres, on a dit: «Mais attends, est-ce qu'on peut pas, du coup, sceller plus notre relation?» Donc je suis rentré au capital de cette boîte-là. Et donc aujourd'hui, j'ai quelques pourcents de cette boîte-là, pour te dire, j'ai 30 de cette boîte-là. Et c'est eux qui opèrent le truc. Donc ils sont dans le mastermind comme des membres, ils font du business comme ils veulent, dans le mastermind. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes clients qui deviennent leurs clients, quand ça se passe bien, quand ça se passe pas bien, ça reste de la prestation de service. Les succès, les échecs, les gens avec qui ils s'entendent, les gens avec qui ils s'entendent pas. Je suis au courant de rien, s'ils ont un devoir de confidentialité, vu que je suis pas opérationnel et moi, ça me permet d'augmenter ma LTV. Ça leur permet aussi à eux de la LTV du mastermind, mais ma LTV groupe également, parce que j'ai évidemment un intérêt à ce qu'ils développent bien la boîte, un intérêt financier et donc voilà, donc ça s'est fait de manière organique, aligné sur la théorie, business, aligné sur les valeurs. Et puis voilà et puis passer beaucoup de temps avec eux, à travers le mastermind pour voir en fait qu'ils sont sympas et qu'ils sont bons. Comme je dis, hein, il faut être sympa, il faut être expert, donc c'est 2 trucs, qu'on peut apprécier dans un mastermind. C'est comme ça que ça s'est fait et c'est comme ça que ça s'est fait avec, Julien sur une boîte de design, avec Marguerite sur une boîte de copywriting, avec Maxence sur une boîte de pub, enfin voilà, et cetera, quoi. Ouais, c'est une énorme plus-value pour les gens qui rentrent dans le mastermind. Ils ont pas que accès à un réseau, à un cerveau commun, mais ils ont aussi accès à ensuite, tout plein de contacts qui vont leur servir, tout au long de toutes leurs problématiques qu'ils vont Ouais, pouvoir rencontrer. et moi, par contre, tu vois, j'ai fait rentrer des concurrents de boîtes, des concurrents de William et de Vincent. Bah, j'ai OK. des concurrents dans le mastermind et c'est bien, c'est sain, tu vois, ce truc-là. Ouais, Parce qu'en OK. fait, bah, vu qu'ils n'ont pas du tout la même tonalité, ils n'ont pas du tout le même message, il en faut pour tous les groupes. Et donc Maxence est dans le mastermind, il a des concurrents dans le mastermind. William et Vincent, ils ont des concurrents dans le mastermind et c'est du business. L'idée, c'est pas, voilà, de forcément, prendre en otage les gens et de les obliger à prendre mes prestats et j'aide tout le temps les autres prestats. C'est juste qu'il, voilà, ça s'est fait au départ comme ça Et que et c'est heu cohérent, et ouais, voilà et donc mes prises de participation, au départ, je les gardais plutôt confidentielles parce que je m'étais dit: J'ai pas envie d'être jugé parti», tu vois? C'est un peu le risque, tu vois? Quand tu fais du coaching. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier aussi, quand on fait de la recommandation, de ne pas porter le carrément. risque. Parce que tu peux avoir un risque, tu sais, un accident globalisé, tu vois? Un suraccident. Et donc non et en fait, je pense que le mieux, c'est de le dire, d'expliquer la relation, d'amener de la concurrence et d'être transparent. Je pense que c'est une bonne chose à faire dans ce genre de situation. En tout cas, c'est la décision que j'ai essayé de prendre.
OK, ouais, ouais, c'est super et on était parti un petit peu sur tes échecs, ça m'intéresse, parce qu'après 16 ans d'entrepreneuriat, comme tu me dis, tu as démarré il y a 16 ans, c'est quand même un long parcours. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur, ceux qui t'ont le plus, marqué, on peut dire? Ouais. Les trucs qui font le plus mal, quand tu n'as pas de levier sur ce qui se passe. Quand c'est vraiment hyper exogène. J'ai eu, au moment où je faisais, donc sortie d'école d'ingé, enfin même pendant l'école d'ingé, je faisais du freelancing, je faisais du code et je me suis retrouvé avec un site, une muse, donc le concept de muse, tu sais, c'est un site qui tourne tout seul, un site de e-commerce. Genre ça distribue un petit service en ligne, qui facturait, tous les mois quelques euros et donc je me suis retrouvé avec ce truc-là. Le truc-là était bien référencé et puis ça te délivrait tout seul, donc c'était une sorte d'argent de poche en continu, quoi. Et donc ce truc-là, ça s'est arrêté, enfin j'ai une partie de ce business-là qui s'est arrêtée du jour au lendemain parce que le processeur de paiement que j'utilisais, ben, a arrêté de fonctionner. Ça prenait en fait, ça prélevait, de l'argent sur les opérateurs téléphoniques. En gros, comme un problème Stripe qu'on pourrait avoir actuellement, quoi. Exactement, Ouais, OK. exactement. Donc ça, c'était un premier truc. Ensuite, j'ai eu des sites de niche, pardon, qui étaient très hauts en référencement naturel, en SEO et qui en fait ont perdu leur position d'un coup, parce Ouais. qu'il y a eu changement d'algorithme, tu vois? Ah oui, putain. Ça, c'est relou parce qu'en fait, tu pas vraiment de levier. Donc ce que j'essaie de faire maintenant, c'est de me dérisquer, et malgré ça, tu te rends compte que donc me dérisquer, c'est trouver un peu des solutions B, mais pas courir, 2 pistes à la fois. C'est juste être prêt à set-up quelque chose très très rapidement et récemment, ça m'est arrivé, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai 2 comptes Instagram, je sais pas si tu as remarqué, mais j'en ai un qui est à peu près à 40 K et j'en ai un autre qui est à peu près 5 K et j'ai eu un ban sur mon premier compte OK. et donc ça. Tu t'es dit: «Je vais pas être dépendant de ce compte-là», quoi. Ouais, exactement et du coup, j'avais, moi tout mes ma prise de contact, elle se fait sur Instagram, et donc tous mes messages, mon pipe et tout se faisait sur Instagram et donc quand j'ai perdu ce compte-là, ben, je me suis retrouvé un peu coincé. J'ai fait une grande liste de diffusion WhatsApp, j'ai expliqué ma problématique. J'ai dit: «Voilà, il se passe ça, nana, rejoignez-moi sur ce nouveau compte». J'ai redémarré ce compte-là et alors, je sais pas si c'est la grâce divine ou quoi, mais mon compte historique est revenu C'est quelques semaines maniaque. après. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec 2 comptes. Je développe à fond le petit compte, le plus petit parce qu'il a un reach plus intéressant. Mais voilà, j'essaie de dérisquer à chaque fois et donc voilà. Mais quand je dis dérisquer, c'est pas, avoir, 50-50 en termes de focus. C'est vraiment sur 10-15 de mon énergie, j'essaie de développer des choses parallèles. Donc ne pas être dépendant d'un seul mot d'une seule solution de paiement, d'une seule, solution de conversation, d'une seule solution d'acquisition et cetera. C'est vraiment ça l'idée. Mais ouais, ça c'est le plus relou et dans les échecs, je peux t'en donner un, enfin échec, dans les gros coups de chaud que j'ai eus, comme je te disais, on a fait du CPF, nous, beaucoup avec l'incubateur et le CPF, c'est ultra contrôlé, ce qui est normal et on nous a, ben, pendant 3 mois, le temps d'un contrôle, ce qui est tout à fait normal, mais juste on faisait partie des premiers, donc on n'avait pas d'historique. On nous a maintenu de la trésorerie, donc en l'occurrence 3,4 millions, le temps de vérifier, en fait, vérifier nos dossiers et au final, ça s'est bien fini. Mais à ce moment-là, quand ça t'arrive, 3,4 millions, c'est beaucoup d'argent, quoi et surtout, moi, dans mon modèle où je reversais beaucoup à mes affiliés, alors c'était, une cessation de paiement, tu vois? Et donc c'était, bien relou et donc voilà, bah, là aussi pareil, je veux dérisquer, je veux plus être dépendant que de ce genre de solution. Donc voilà, c'est un peu ma logique. Je pense qu'au départ, il faut y aller plein fer, tu vois? Il faut y aller sans réfléchir. Il faut bourriner un truc, il faut le lancer le plus rapidement possible, observer, comme on disait tout à l'heure, faire du lean et très rapidement se dire: «OK, mon truc fonctionne, comment je fais en sorte que comment je le rends antifragile? Comment je fais en sorte que s'il m'arrive quelque chose, qui me tombe ça s'il y a un truc qui me tombe sur la gueule, qui voilà, qui vient me parasiter, qu'en fait je ne meurs pas, que mon business ne meure pas. Donc au départ, j'avance, je prends tous les risques et ensuite je dérisque. C'est vraiment pour moi, c'est ça le playbook, quoi. Parfait, donc quitte à être fragile au début, puis après développer l'antifragilité, une fois que tout est setup, enfin, que tu as commencé, moi, pour mettre au moins le pied à l'étrier, pas, attendre sans rien faire et essayer d'avoir tout sécurisé en gros. Exactement. OK. Bon, on va parler un peu d'échecs, de choses qui, sont compliquées. Non, si tu veux nous parler un petit peu de, comment dire? De succès, de choses qui t'ont bien réussi, que tes meilleurs moments dans l'entrepreneuriat, si on peut dire ça comme ça? Ouais, alors, ah, il y a eu, heu, il y a eu des
des super moments, liés à des chiffres. Tu sais, quand tu passes certains paliers, Mmh. OK. ça c'est vrai que c'est des moments où on célèbre bien, mais en fait, c'est très éphémère parce qu'en fait, tu te rends compte que ça, la première fois que tu fais 10 000 balles par jour, ça fait quand même quelque chose. Hem, la donc je me rappelle, on a fait une énorme soirée, ce jour-là. Mais le lendemain, bah, on avait un objectif. L'objectif, il avait évolué. Donc Ouais, en fait, OK. c'est assez éphémère. Par contre, il y a des trucs qui restent, c'est très souvent des fêtes et au boulot. En fait, c'est des moments de vie. Ça, c'est vraiment très cool. C'est plus Hem, stimulant, quoi. ouais, c'est plus ça et hem et tu vois, on a fait des énormes soirées dans les bureaux. Maintenant, on est en full remote et je suis passé d'un modèle où j'avais beaucoup de monde, où là, aujourd'hui, j'ai quasiment plus personne parce que, bah, en ayant revendu la boîte, forcément, forcément, j'ai moins besoin de monde, mais il y a eu des soirées de dingue, il y a eu des moments de partage de dingue et il y a eu aussi des coups de chaud. Je te parlais tout à l'heure de la Caisse des dépôts, quand on a eu, la prise en otage de notre trésorerie. Bah, là, j'ai fait un truc très simple, hein, c'est moi j'avais, bah, une trentaine de personnes, une trentaine de salariés. Le lundi matin, on avait toujours un kick-off, on avait un moment, où on se donnait des nouvelles, un peu de nos week-ends et là, je leur ai dit: «Bah, voilà, on a ce problème-là». J'ai calculé le cash qu'on a, j'ai calculé ce que coûte la boîte. En fait, il faut qu'on décide dès maintenant, en fait, de se séparer, parce que, ben, potentiellement, dans quelques mois, je pourrais plus vous payer et je préfère vous le dire le plus tôt possible pour que vous puissiez vous retourner, vu que les procédures, elles sont assez longues quand tu fais ce genre de choses-là et donc voilà et donc ça a été à la fois, le truc le plus dur que j'ai eu à faire, virer, les gens que j'avais formés, qui me faisaient confiance et cetera, et donc c'était au début de la conversation, un énorme moment de honte et à la fin de la conversation, un énorme moment de «d'amour» entre guillemets, ou même pas entre guillemets, clairement de l'amour, où, les gens ont tellement trouvé, enfin l j'ai pour le coup, j'ai été ultra authentique, j'ai été ultra sincère dans la démarche et donc du coup, c'est eux qui ont pris soin de moi, tu vois? Alors que j'étais en train de les virer et ça, c'était un moment trop fort parce que tu vois, c'est un peu comme quand, la première fois que tu vois ton daron pleurer. Tu es pas trop tu sais, c'est pas trop dans la logique des choses. Mais c'est un peu ce qui s'est passé. Moi, j'ai un peu un management paternaliste où, j'ai que des gens qui sont plus jeunes que moi dans mon équipe, et puis j'aime bien, voilà, j'aime bien à la fois parler de boulot, mais aussi, voilà, j'aime bien avoir une relation complète avec les gens que je fréquente. Et donc là, ça leur a vraiment fait bizarre de voir qu'en fait, j'étais pas bien. Et en fait, c'est eux qui ont pris soin de moi et ça, pour moi, c'est une énorme victoire. Ça veut dire qu'en gros, ça y est, on était enfin, L'équipe. ouais, on dé ç ça démontrait par l'exemple qu'en fait, c'était sincère et donc OK. voilà, c'est un moment dur qui se transforme en moment trop cool Au et bout d'un moment, ils auraient pu t'en vouloir et ils ont été avec toi de tout cœur, ils ont fait quoi, par exemple? Est-ce qu'ils t'ont dit, «C'est pas grave, même si jamais pendant, je sais pas, un mois, tu peux pas nous payer, on reste» ou des trucs non, comme parce qu'en ça, fait, on avait fait les non? choses bien, je leur avais expliqué le truc, donc moi, j'étais sûr de pouvoir les OK. payer. Mais, Ah oui. ben, ensuite après, moi, je leur ai proposé de faire des sessions, des calls en individuel, si jamais ils voulaient. Au final, ils m'ont pas pris la tête dessus, ils m'ont pas pris la tête avec ça, ils ont Ouais, pas spécialement eu besoin de parler de leur sujet, mais c'était plutôt dans le care avec moi en disant: «Beh, OK. toi, comment on peut t'aider? Comment on peut faire le truc?» et cetera. Et d'ailleurs, ça a été le début de plein de belles histoires parce que, à l'époque, il y avait donc Julien. Tout à l'heure, je te parlais d'une boîte de design où j'ai pris des participations et je te parlais d'une boîte de pub avec Maxence. En fait, Julien et Maxence, ils faisaient partie de l'équipe et donc, quand je leur ai dit ça, ben, nous, notre parc client, on l'a, pour tous ceux qui voulaient se lancer en tant que freelance, on leur a dit: «Bah, en fait, on vous laisse partir avec les comptes que vous avez déjà en gestion». OK. Donc Maxence, ses premiers clients, c'était les clients qu'on lui a «donnés» entre guillemets, au moment Ouais. où on a décidé de devoir se séparer. Et aujourd'hui, je suis associé avec Maxence. Pareil avec Julien. Julien, ses premiers clients, ça a été des clients de chez nous qu'il a récupérés et aujourd'hui, je suis associé avec Julien. Et donc tu vois, l'histoire, elle se finit trop, trop bien. Bon, au final, ils ont pris leur indépendance, donc c'est un mal pour un bien. Ils ont dû sauter de la falaise parce que là, il y avait plus le choix. Ouais. Et pour moi, ça a été génial parce qu'en plus de ça, j'ai vraiment, enfin, j'ai fait des heureux, quoi. Enfin, ils sont contents, ils ont entrepris grâce à ça et aujourd'hui, c'est des boîtes avec, des gros succès, tu vois? Maxence, je pense que d'ici 1 an, il fera 1 million par an en media buying, tu vois? Donc c'est vraiment solide ce qu'il fait. Et ça part, ouais, juste ça part d'une galère et Exactement. tu as remonté la pente grâce à cette base client, quoi. Ouais, OK. exactement. Donc ça, c'était vraiment un kiff et puis après il y a plein de trucs, hein, la les 10 000 aussi sur Insta, les 10 000 sur YouTube, voilà, mais c'est des petits KPI, mais ça, c'est assez éphémère. Parce qu'après tu repars sur de nouveaux trucs, quoi. Tu repars sur de nouveaux objectifs. OK. Ouais, c'était un parcours qui est un peu infini, hein, c'est un jeu infini en vrai. Exactement. Il y avait un point sur lequel j'aimerais, revenir justement,
sur cette notion de satisfaction client que j'ai pu retrouver, on est dans un marché comme le tien, enfin ton marché, c'est un des marchés que je vois le plus critiqué actuellement, le coaching, l'accompagnement dans n'importe quel domaine, qui a été justement bousillé par ce que tu appelleras sûrement les gens wakeboard à Dubaï. Euh, Toi, quels sont les points sur lesquels tu mets l'accent pour avoir une satisfaction client qui est 10 sur 10? Comme j'ai l'impression de ce que je vois, une satisfaction client 10 sur 10. Ouais, il y a toujours des gens qui Ouais. retrouvent, des trucs à redire donc voilà. Déjà je me concentre que sur les choses sur lesquelles j'ai du pouvoir. Donc en fait, je passe énormément de temps avec mes clients. Ok. Heu, je ne délègue pas, la relation avec mes clients parce que ma typologie de boîte me permet de le faire. Je t'ai dit, moi, j'ai 50 clients, j'ai 35 boîtes, heu, donc je peux passer du temps avec eux. Donc ça, c'est un truc que je me concentre vraiment sur mon obligation de moyens. Obligation de moyens parce que je pense que ça induit le résultat et l'an dernier, il y a 50 de mes membres et c'est déjà des gens qui sont des entrepreneurs avancés, qui ont doublé leur chiffre d'affaires. Donc tu vois, ça fonctionne. Même si je Ah me oui. je me concentre pas sur le résultat, mais accessoirement, ça amène du résultat, tu vois? Ouais. Donc voilà. Donc je me concentre que sur ça. Ce que j'essaie de faire aussi, c'est de personnaliser l'approche. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu me demandes, alors il faut pas que tu me le demandes parce que c'est confidentiel, mais tu me dis: «OK, tel client, il travaille sur quoi en ce moment?» Je suis capable de te le dire. Parce qu'en fait, j'ai un suivi, de leurs objectifs personnels et je connais en fait leurs enjeux du moment. Ce qui me permet d'avoir un service qui est ultra, ultra personnalisé et donc je connecte également au succès, mais aussi et surtout aux galères. Hem Ok. et donc ça me permet en fait de leur déployer un maximum de ressources. J'hésite pas à faire le petit pas supplémentaire. C'est-à-dire que je ne promets rien, mais j'essaie toujours de délivrer plus et ça, je peux le faire que parce que je sais sur quoi ils bossent. Ouais, toi, tu n'as pas de promesses, par exemple, on t'ajoute, comme on peut voir tout le temps sur Instagram, etc., on t'ajoute 30K en 3 mois ou je sais pas quoi. Non, là, alors nous, tu vois, on va avoir, 9 prospects sur 10 qui me contactent, pardon. On va avoir 9 prospects, sur 10 qui me contactent sur Insta et qui vont pas être qualifiés pour le mastermind. Je les redirige vers notre programme intermédiaire qui s'appelle l'accélérateur. L'accélérateur, il est très simple, c'est comment je fais de 0 à 10 000 € par mois avec une activité de service ou de coaching. Ok. C'est très simple. Mais cette méthode-là, c'est une méthode, sur étagère qu'on implémente nous-mêmes quand on lance des business. D'ailleurs, il y a plein de choses de la méthode dont je viens de parler, dans ce podcast-là et donc on a ce genre de promesses-là. Mais dans le mastermind, ils sont déjà très marketing aware puisque c'est déjà les numéros un du coaching en France. Quasiment tous. Si tu Ouais. veux, je vais pas apprendre à, Jérémy Coleman, tu vois? Je vais pas la c'est le numéro un en France sur Ouais. justement les conseils marketing. Je vais pas l'avoir comme ça. Pareil, je peux te parler de Norton, je peux te parler de Tania, enfin des gens qui sont, voilà, qui sont très forts en marketing, dans leur niche respective. Bon, ben voilà, je vais pas leur sortir les disquettes habituelles. Ouais, Donc c'est sûr. j'ai pas besoin de le faire. Mais la satisfaction, c'est vraiment faire le petit pas supplémentaire sans rien promettre. Donc en gros, c'est vraiment, promettre moins, délivrer plus, quoi. D'ailleurs, c'est pas de OK. moi cette, citation, mais je la trouve pas mal. Ouais, super. Mais sur le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que tu as un programme. Est-ce que les gens qui arrivent justement au 10K grâce au premier programme arrivent à switcher dans le deuxième ou il y a un Alors, écart quand même entre les deux? aujourd'hui, il y a que Julien aujourd'hui qui l'a fait, OK. mais pour l'instant, on a lancé le programme que récemment. En fait, on a que 6 mois d'antériorité sur l'accélérateur, parce que c'est quand je suis sorti de l'incubateur que j'ai pu développer l'accélérateur, aujourd'hui, on n'a pas assez d'antériorité, mais le but évidemment, c'est qu'ils puissent Ouais, c'est cranter ça. sur ce programme-là, ouais. C'est exactement ça Carrément. et d'ailleurs, en juin, on fait la première rencontre, groupée, où les gens de l'accélérateur vont rencontrer les gens du mastermind et en fait, c'est un super objectif pour les gens de l'accélérateur de savoir qu'il y a les gens du mastermind, ils sont très inspirés en fait par les Ouais, évidemment. voilà donc voilà, il y a un vrai intérêt, une vraie notion de mentorat à l'intérieur aussi du groupe. Ouais, ça c'est très très bien ce que tu as fait. Enfin, de mon point de vue, c'est créer une vraie échelle de valeur, value ladder comme l'appellerait Russell Brunson, avec tes premiers clients atteignent ce palier et bam, une petite upsell vers le programme qui les amène encore plus loin parce que tu rencontres toujours des problématiques finalement dans l'entrepreneuriat. C'est Je ça, sais pas si tu mets le ouais, doigt exactement là-dessus. En fait, la différence entre l'accélérateur et le mastermind, si on regarde vraiment, si je te l'explique, de base, c'est l'accélérateur, tu as besoin d'appliquer une méthode sans te poser de questions. Donc, comment tu vas, te positionner? Comment tu vas, créer de l'expertise? Comment tu vas distribuer? Comment tu vas vendre? Et comment tu vas systématiser? C'est vraiment ces 5 piliers-là.
C'est vraiment une méthode à dérouler. Une fois qu'on déroule cette méthode, on a des résultats et à ce moment-là, on rencontre des problèmes. Mais on rencontre des problèmes qui sont des vrais problèmes. J'ai testé ça sur ma niche, ça marche pas, ou alors, j'ai un concurrent qui fait ceci, ou alors j'ai ma clientèle qui comprend cela et donc là, on a des vraies problématiques et c'est à ce moment-là où ces problématiques, on les propose dans le mastermind parce que, au de avant 10 cas, on n'a pas de questions à se poser. Il y a juste une méthode à dérouler. Heu, voilà, une fois qu'on a atteint ce truc-là, on se retrouve avec des problèmes et ces problèmes-là, ben, le format du mastermind, c'est très bien. C'est un endroit où tu viens avec tes problèmes. Tu viens avec tes problèmes et c'est les copains qui t'aident à les résoudre. C'est exactement ça le format. Au départ, une Un méthode, psychologue business. bah, c'est un peu ça, mais c'est le groupe qui crée la Ouais, valeur. OK, incroyable. Justement, toi, tu dis, que c'est une méthode à suivre pour, le 1er palier zéro à 10 K qui, peut être quelque chose sur lequel les gens bloquent beaucoup. Toi, sans, évidemment donner tout le contenu, de ton programme, quels sont en quelques points clés, les la marche à suivre, on va dire, pour atteindre ce stade-là? Bah, dans nos industries, on doit démontrer beaucoup de preuves parce qu'il y a beaucoup de défiance sur le marché. Sortir du syndrome de l'œuf et enfin, tu sais, de l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui arrive en premier, l'œuf ou la poule? Bon, mais voilà, mais en fait, c'est le même problème. Donc en fait, ce qu'on doit faire très rapidement, c'est se créer de la preuve, se créer du trust. Et donc ça, il y a une méthode bien particulière pour les récolter justement, de l'expérience client, pouvoir, pour pouvoir justement l'utiliser dans nos contenus Ensuite, ou la distribuer dans notre setting, dans notre closing et cetera. Ensuite, ben, c'est, désacraliser la vente, donc c'est-à-dire pouvoir vendre mais de manière relationnelle et pas que dans la transaction. Voilà, avoir un positionnement qui est clair et avoir ce concept vraiment de lean en continu, c'est-à-dire je teste, OK. j'itère. Il y a 2 trucs qui tuent, en fait, les entrepreneurs. Tu disais que une phase qui est complexe, le 0 à 10 K. C'est complexe pour 2 trucs, c'est que très souvent, on arrive et on n'a aucune preuve on a aucune preuve, donc du coup, nos prospects ont l'impression d'être des rats de laboratoire. C'est-à-dire qu'en gros, tu viens me voir, tu peux pas m'expliquer que tu l'as déjà fait pour quelqu'un d'autre, donc j'ai l'impression que tu vas essayer sur moi et j'ai pas envie de payer pour, que toi tu essayes un truc, tu vois? On peut le comprendre. Imagine que le médecin que tu vas voir pour soigner un cancer, il te dit: «Ouais, alors j'ai Ouais, jamais c'était soigné le de 1er. cancer, j'ai fait 2-3 rhumes et 4 gastro et mais par contre votre cancer du pancréas, je vais vous le soigner». Non, bah, là, tu vois, c'est plus galère, quoi. Donc ça, on évite ce truc-là et ensuite les 2 autres trucs, c'est pour moi de pas avoir un positionnement qui est clair. Donc en gros, de courir un peu dans tous les sens, ne pas chercher à résoudre un problème, mais à chercher à résoudre les problèmes de l'humanité. Bon, ça marche pas. Et enfin, le dernier truc, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est, de pas se lancer assez rapidement. C'est-à-dire qu'en gros de faire de la procrastination, soit intelligente, soit pas intelligente. On peut appeler ça aussi de la branlette intellectuelle, pour parler crûment, mais en gros, attendre d'avoir le truc parfait, ça marche pas. Ça marche pas. Donc voilà, être spécifique, avoir de la preuve et se lancer rapidement, c'est les 3 clés. Ouais, carrément. Je suis ultra, d'accord sur ça. C'est, des points de vue que moi-même j'ai pu rencontrer, ouais, au début, comme un étudiant qui sort de fac, tu jamais rien fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bossé gratuit. Je sais pas si c'était une technique qui était la plus intéressante, mais tu vois, je suis un petit jeune, je me dis, c'est le meilleur moyen de choper et expérience et preuve, si jamais avec résultat et voilà, c'était la meilleure manière pour moi. Maintenant, je sais qu'il y a plein d'autres façons de le faire, je sais pas toi de Il quoi y a tu des l'aise? gens non, moi je suis 100 pour ça. Alors évidemment selon certaines conditions, Ouais. il faut pas qu'on travaille toute notre vie Oui. gratuitement, et puis il faut bien cadrer le truc et puis il faut bien, comprendre que c'est pas gratuit, c'est en échange de documentation, donc de témoignages ou d'études de cas et cetera, évidemment. Mais c'est capital. Il y a des gens qui vont dire: «Non mais ton temps a de la valeur». Non, la valeur, évidemment ton temps a de la valeur, mais la valeur, c'est ce que les gens sont prêts à payer. OK? C'est ça voilà, donc il faut mettre un prix sur cette valeur, c'est ce que les gens sont prêts à payer. Tu vois mon appart ici, qui est pas encore meublé d'ailleurs, tu vois le proprio s'il veut le vendre 15 millions, bah, en fait, même si c'est un bel appartement, il le vendra pas, tu vois? Il dit: «Non mais moi je sais que OK, ça a ouais. cette valeur-là». Non, la valeur, c'est ce que les gens sont prêts à payer. Donc voilà. Donc oui, ton temps a de la valeur, oui, mais à ce moment-là de ta vie, les gens sont pas prêts à payer pour. Donc il faut hacker ce truc-là, et donc du coup, bah, oui, il faut bosser en échange de preuves. Et puis on bosse sur des trucs qu'on maîtrise. Donc on est ultra, ultra spécifique. C'est pour ça que si on n'a pas un bon positionnement, si par exemple, ben, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de création de contenu. Si toi, tu te spécialises dans, justement, la création de réels, je dis n'importe quoi, va pas me trouver de la preuve sur le ghostwriting sur LinkedIn. Tu vois? Ça marche pas quoi, on repart. Si on change de positionnement, on change de thèse, on doit recréer de la preuve. OK.
Ouais, ouais, mais je suis totalement d'accord. Ça paraît Toi, extrêmement bateau, mais je la vois trop souvent l'erreur, hein. C'est pour ça que je le ouais, raconte, mais hein. clairement. Mais de toute Moi, façon, c'est de toute façon, les erreurs de toute les façon, plus c'est évidentes, je peux répéter, donc exactement, exactement, c'est ça, c'est totalement ça. C'est, putain, y a pas les erreurs les plus complexes. Après, c'est à notre niveau, quoi. Ça apparaît plus tard. Je pense que ouais, il y avait vraiment ce truc dans l'entrepreneuriat de tu rencontres les galères qui sont situées au stade où t'es et voilà. C'est un peu unique ta galère. Il y a que les mecs qui sont à ce stade-là qui peuvent la rencontrer. Je pense qu'un mec à 3K months ou à 300K, il va pas avoir la même galère du tout. Alors que comment dire, dans un métier plus classique, on pourrait rencontrer ça, tu vois. non, mais tu raison et c'est pour ça que je pense vraiment, je prêche évidemment pour ma paroisse, mais je pense vraiment que le mastermind est un bon modèle Ouais, parce que clairement. dans le mastermind, tu parles avec des gens qui sont dans le même contexte que toi, qui vivent là tu vois, en ce moment, c'est en plus pour le coup, hein, là, on est en avril 2025 au moment où on tourne ça, en ce moment, la pub, c'est galère pour un peu tous les clients. Depuis un mois, là, c'est la merde. Ben, ça, c'est trop cool de pouvoir en parler avec des gens. Tu sais que c'est pas Pas toi l'impression d'être seul, l'anomalie. ouais. Tu vois qu'il y a un truc de marché et à côté de ça, tu vas discuter avec quelqu'un qui, lui, est plus avancé, sur ce sujet-là. Il va te dire: «Non, mais regarde, quand c'est comme ça, tu dois faire ceci, cela». Le lendemain, cette même personne qui était plus avancée est moins avancée que toi, donc c'est toi qui lui donne un conseil et donc en fait, tu discutes avec des gens qui sont plus avancés et qui te permettent en fait d'aller plus vite. Des gens qui sont au même niveau, qui te permettent de comprendre le contexte et de voilà, de comprendre les contextes macro, dans lequel tu te situes, donc des copains de galère et des gens moins avancés, ça te permet aussi, bah, de démontrer, ton savoir et de structurer ta pensée. Le mastermind, c'est génial pour ça. Tu as ces 3 niveaux de relation et moi, c'est pour ça que je pense que vraiment, c'est le meilleur format pour apprendre. Clairement, moi, c'est les moments où j'ai le plus avancé, c'est quand j'étais dans un groupe comme ça, justement. Peut-être pas du même niveau, mais avec des gens de mon niveau, justement. Et j'avais des exemples, des mecs, en fait, il y a des mecs qui sont au-dessus de toi et des mecs de ton level. Et justement, les mecs au-dessus de toi, t'es énormément comme les mecs à ton niveau, t'es aussi à garder le cap aussi. Je sais pas si c'est un rôle que vous avez, mais que ce soit, tu vois, les autres avancés, t'as pas envie d'être le dernier, quoi. Ouais, Ça te exactement. pousse. Et la posture qu'il faut avoir quand tu es le numéro un ou quand tu fais partie des membres les plus avancés, moi, ça m'est arrivé d'être, j'ai été dans des groupes où j'étais un des débutants et j'étais dans des groupes où j'étais le plus avancé. La posture vraiment que j'essaie d'avoir moi quand je suis dans un groupe où je suis le plus avancé, c'est pas d'expliquer ce qu'il faut faire, mais plutôt de mettre en d'alerter sur les trucs à éviter, tu vois? Pour ça tout à l'heure tu m'as posé une question, je dis: «Je me méfie des conseils un conseil trop universel comme ça ou tu sais, c'est un peu un conseil tarte à la crème». J'essaie d'éviter, mais c'est plutôt dire: «OK, moi j'ai déjà fait ça, j'ai rencontré telle et telle galère. Donc j'ai déjà mis le pied dans ce trou, je me suis déjà tordu la cheville, juste le trou il est là, essaie de pas mettre ton pied dedans». C'est le seul truc que je peux te conseiller, quoi. Tous les autres chemins sont bons, mais juste voilà. Moi, j'essaie plutôt d'avoir cette posture-là et quand, je suis le moins bon dans un groupe, la posture que j'essaie d'avoir, c'est ne pas chercher la tu sais, de pas tomber sur le messie, tu vois? Le mec qui va me donner la réponse, le mec ou la meuf qui va me donner la réponse, comme ça sur plateau. C'est plutôt, de dire OK, de poser des questions et de vraiment comprendre le contexte dans lequel le conseil a été donné, a été vécu. C'est vraiment hyper important de donc voilà, de me responsabiliser. C'est pas parce que je vais chercher de l'info que je me déresponsabilise. Ok. Ouais, il y a pas de conseils qui sont applicables à tout le monde. En gros, c'est du cas par cas, quoi. C'est pour ça aussi que vous avez des coachs qui viennent attaquer plus en précision sur des points où tu disais que tu étais Bah, du tout seul à parler aux clients, toi. Non, alors les sujets stratégiques, le delivery, je suis à la tête de ce truc-là. Après, tu vois, les rencontres, donc on a beaucoup de rencontres sur Zoom. Magique. Ah oui, oui, ok. Toute la semaine, on a 3 rencontres par semaine Ah oui, avec enfin, le vendredi, c'est le Cervoco et après il y a 2 créneaux pour prendre des rendez-vous avec moi directement, ce qu'on appelle nous les office hours. Mais il y a en physique, donc sur Bordeaux, 4 fois par an, il y a une rencontre de 2 jours. Et ce que je fais, c'est que le vendredi après-midi, moi, je m'efface et c'est justement William, Maxence, Vincent, Julien, Gabriel, Mehmet, qui sont les boîtes, les entrepreneurs chez qui j'ai pris des parts, qui eux vont arriver et eux, vont être disponibles pour des consultations. Donc tu viens pour le mastermind et tu dis: «OK, moi en ce moment j'ai une galère pour vendre». OK, boum, tu prends rendez-vous avec William. Moi voilà, j'ai un enjeu de branding. OK, je prends rendez-vous avec Julien et ça c'est voilà, les experts sont à la disposition des membres, à la demande et ça c'est le vendredi et donc je laisse quand même 25 du temps de la rencontre, où je ne suis pas justement c'est pas moi qui délivre et ce modèle, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le modèle Hormozy. En fait, le dernier jour, Hormozy, il vient même pas. Dans si. ses rencontres, c'est son équipe, en fait. C'est son head of sales, c'est son CMO et cetera qui prennent le relais. Ok. Là, tu me parles d'Hormozy. Est-ce que toi, tu as des entrepreneurs justement comme ça, que ce soit aux US ou en France, qui t'ont beaucoup inspiré dans ton activité actuelle ou même dans l'entrepreneuriat plus en général? Bah, Hormozy, je trouve ça
très bien ce qu'ils racontent parce que c'est des principes premiers, donc c'est très bien. Ce qu'ils racontent, c'est ça que j'aime bien. C'est plus que ce qu'ils racontent, c'est la manière dont ils racontent ce que j'aime. Heu, c'est Ouais, c'est vrai c'est qu'il a un talent. ces conseils, ils seront valables dans 30 ans, vraiment. Enfin, tu vois, moi, je suis né en 90, Cialdini, il a écrit «Influence et manipulation» dans les années 80. Les con ç ça fonctionne encore. Genre, on se base encore sur les conseils de Robert Cialdini, sur tout ce qui est biais cognitif et cetera. Je pense vraiment que le Hormozy, c'est un équivalent moderne et donc c'est pour ça que j'aime bien. C'est pas des conseils qui sont périssables. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, moi, je suis vraiment la génération où, The Family à l'époque, où quand j'étais en école d'ingé, on regardait tous The Family, donc Oussama Ammar. C'était bien avant tous ces problèmes. Et en fait, ça a été ultra, ultra, bénéfique pour le développement, notamment cette notion de lean, cette notion de chaos aussi, avancer dans le chaos, ne pas attendre le truc parfait. C'est des conseils que j'ai vraiment appréciés et là aussi pareil, c'est des conseils qui ne sont pas périssables. C'est-à-dire que dans 20 ans, ils seront encore bons. Alors hélas, internet a eu la malchance de perdre tout ce contenu-là, parce qu'aujourd'hui, on voit Oussama Ammar, avec tous les problématiques qu'il a eu, comme un voilà, comme quelqu'un de sulfureux, mais ça a pas toujours été le cas, Ouais, vraiment. il a Alors moi, beaucoup apporté quand même. ouais, ouais, bah, ah, de ouf. Ah ça, c'est indéniable et donc voilà, donc moi, j'ai la chance de parler de temps en temps avec lui et il est toujours aussi bon. Mais ce talent est gâché par justement ces problèmes. Donc à la fois les bad buzz qu'il y a eu sur internet que ces problèmes judiciaires. Donc voilà, après sinon, sinon, il non, il y a plein de gens qui ont impacté positivement le truc. Moi, j'aime bien aussi, écouter des choses sur la finance, parce qu'en fait, très souvent, quand tu parles de finance, tu parles de psychologie et en fait, tout ce que tu apprends sur, la relation à l'argent, sur, la différence entre les décisions émotionnelles et les décisions rationnelles et cetera, les tendances aussi, tu les appliques dans l'entrepreneuriat en ligne, ça fonctionne aussi. Et là, récemment, j'ai lu un bouquin qui s'appelle, La psychologie de l'argent et donc ça parle plus de psychologie que de l'argent, mais donc ce truc-là, tous les conseils qui sont donnés dans ce bouquin, ils s'appliquent clairement à l'entrepreneuriat digital et un truc tout simple, moi, il explique que les grandes fortunes ne sont pas faites, sur des gens qui ont investi sur la bonne chose au bon moment et bim, leur fortune a explosé d'un coup. C'est plutôt en perdant le moins souvent possible. Mais en fait, c'est absolument génial parce que, ben, ça fait quoi? Ça introduit le concept de lean. Ça désacralise le fait qu'il faut avoir une bonne idée, une bonne exécution, un bon timing. Non, c'est juste, tu essaies de faire des trucs où tu chippes le plus rapidement possible, tu itères le plus possible, tu es en vélocité. Tu ne casses jamais ton rythme, tu es toujours dans une tension maximale et ton business va exploser. Bon, mais ça, c'est clairement, ma transcription de ce qui a été écrit dans le bouquin. Mais j'aime bien croiser des industries, je trouve ça intéressant. Et très intéressant. On avait réussi à parler un peu de ton passé, de ce que tu fais actuellement avec le mastermind et j'ai oublié le nom du copain incubateur, l'accélérateur exactement. Est-ce qu'on, qu'est-ce que c'est l'avenir pour toi, Gérald, aujourd'hui? Comment est-ce que tu vois l'avenir, que ce soit de point de vue personnel pour toi, dans ton business, dans ton aventure, et les tendances de marché que tu vois à venir? Ouais. Hem Moi, je vais continuer à animer ma communauté, mon mastermind à fond, les produits satellites autour, en sachant que je parle que du mastermind parce que c'est un peu le vaisseau amiral, de tout le reste. Hem, En ce moment, je développe en parallèle de ça, un projet qui s'appelle Bulko, Bulko, qui a pour vocation, en fait, de financer le marketing de nos clients. Parce que nous, on met des bons prestataires en face de bons clients. Mais très souvent, la croissance est limitée pour ces deux entrepreneurs-là par la capacité, heu, la capacité Oui, financière clair. de l'avancer et donc du coup, prendre des parts aujourd'hui dans des business infoprenariaux, c'est pas un truc, dans lequel je crois. Mais par contre, financer le flux publicitaire, c'est quelque chose qui aura vraiment de l'impact pour mon marché et c'est quelque chose qui aura vraiment de l'impact aussi pour ma boîte. Donc voilà, même si je vais continuer à apporter du conseil, il y a une autre, voilà, il y a une autre ressource que je peux déployer, c'est de l'argent et donc c'est ce que je fais, cette année. Donc 2025, c'est l'année de Bulko. Donc voilà, j'ai le mastermind qui run et j'ai le Bulko qui build. Donc on est à fond dedans. Donc là, aujourd'hui, on a des campagnes de test, ça marche plutôt bien, donc on est très content de faire ça. J'ai fait une levée de fonds, j'ai levé des fonds cette année, pour amorcer justement ce projet-là. Ça s'est fait, c'est tellement un produit qui est évident que ça c'est une levée de fonds qui s'est faite de manière assez simple
et donc voilà, c'est ça la suite pour moi. OK. Ultra intéressant. Ouais, donc au lieu de prendre de l'equity dans les personnes enfin, avec les personnes que tu accompagnes, plutôt leur financer, leur marketing et après, comment est-ce que tu te rémunéreras là-dessus? Ah bah, en fait, c'est un cut, hein. C'est un cut sur un cours, c'est-à-dire qu'on prend, on prend un pourcentage de l'argent que l'on prête. Parfait. Et niveau plutôt global du marché, qu'est-ce que tu vois, disons dans les 5 prochaines années pour le marché, que ce soit français, ouais, plutôt français, on va dire. Allez. Ouais. Ouais, parce que ça tombe bien, parce que je te parlerai pas d'autres marchés, parce que pour le coup, le marché français, je pense bien le comprendre, mais je me suis concentré que sur le marché français, donc je vais pas m'étendre sur autre chose, et surtout, je pense que très souvent, quand on dit pas français, c'est plutôt américain, et je pense que les Amé on sacralise le marketing des Américains. J'aimerais qu'on remette ça en contexte aussi avec la mentalité des Mentalité, consommateurs, voilà, c'est clairement. peut-être pas des marketeurs de génie, c'est peut-être des consommateurs un petit peu naïfs, mais c'est que mon avis. Et c'est une supposition, bien évidemment. Mais non, bah, moi, le marché, je pense qu'il va se tendre. Le marché, je pense qu'il va se tendre, donc je pense qu'il va falloir être de plus en plus véloce. Je pense qu'il va falloir, être donc quand je dis véloce, c'est prendre des décisions par rapport à ce que l'on observe, hein. Donc de plus en plus lean, en fait. Il va falloir également qu'on réduise nos coûts de structure. Avoir, des équipes, à rallonge, comme moi j'ai pu avoir et comme c'était la mode il y a encore quelques années, ça va être très compliqué. Parce qu'il va falloir rationaliser, toutes nos dépenses. Pareil au niveau de la confiance, je pense qu'il va falloir vraiment, passer cette crise de confiance, parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est de plus en plus compliqué de faire de l'acquisition prospect, c'est de plus en plus compliqué de faire de la conversion client. Donc il y a vraiment un enjeu de trust, il y a vraiment un enjeu d'expertise perçue, et donc il va falloir démontrer, démontrer, démontrer. Il y a pas de choix. On peut plus être dans les promesses, maintenant il faut être dans la démonstration. Je pense que ça va être ça le nerf de la guerre, et voilà, en tout cas, c'est des thèses sur lesquelles moi je m'appuie pour développer mon business et pour accompagner mes clients. OK. Ultra intéressant sur l'avenir. Mais justement, le fait qu'il y ait des équipes plus petites, ça va peut-être pouvoir être pallié par l'IA selon moi. Est-ce que tu as un avis là-dessus, là? Ouais. Bah, moi j'utilise beaucoup d'IA, notamment la publication de mon contenu, sur, le fait d'échanger avec mes membres dans le Slack. Vu qu'en fait, j'ai une base de données avec tous leurs OKR, donc tous leurs objectifs, bah, évidemment, ça leur envoie des messages, personnalisés que je personnalise un petit peu, et cetera, donc ça m'aide dans le delivery. Ouais. Ça m'aide également à faire des recherches, ça m'aide à préparer des conférences, ça m'aide à faire plein de choses, mais c c'est comme un super assistant. Et l'enjeu quand on délègue à un assistant, c'est de déléguer, mais ne pas se déresponsabiliser. C'est-à-dire, je ne vais pas penser que ça va le faire à ma place. C'est juste me permettre de le faire plus vite. En fait, c'est une sorte d'exosquelette, tu vois? C'est vraiment ça. Ça me permet de porter des trucs plus longtemps, plus lourds, mais ça va pas me décider où comment je range ma chambre, tu vois? Mais là, c'est exactement la même chose. Je me déresponsabilise pas. Je demande pas à ChatGPT, ChatGPT, écris-moi un post LinkedIn qui parle de, positionnement, voilà, copier-coller, et ça y est, je suis un influenceur LinkedIn. Non, ça marche pas tout à fait comme ça. Par contre, personnaliser nos trucs, faire des GPT, faire des tâches répétitives, et cetera, évidemment que l'automatisation et l'IA, Ouais. sont capitales. Ouais, automation aussi, encore plus que l'IA, je pense, enfin, un gain de temps pur parce que tu même pas besoin de mettre de l'humain dedans. Dans l'IA, il y a ce fait de prompter, les automatisations, que ça avec Make, ceci est relié à cela, bam, tu même plus dedans, quoi. Et c'est un gain de temps qui fait, que les équipes peuvent être réduites sans perdre forcément, de qualité. C'est ça. Bah, moi, je peux te donner un exemple concret, hein. Enfin, il y a une super personne dans l'équipe qui s'appelle Marguerite, qui m'aide à faire mes contenus, et en fait, son boulot, c'est quelqu'un qui est vraiment très fort. C'est pour ça que je le dis, parce que il faut le mettre en contexte. Donc quelqu'un qui est vraiment très doué, et le vendredi, elle écoutait les coachings, les cervocaux. Elle allait écouter tous les trucs que je racontais. Donc si par exemple tu me demandes: «OK, tu me conseilles quoi pour faire l'acquisition sur une VSL?» Je te donne 3 conseils. Elle allait noter ces 3 conseils, elle en faisait un post. Bah, ça, c'est vraiment trop dommage d'avoir quelqu'un de talentueux et de lui laisser faire ça, tu vois? Je préfère plutôt qu'elle, réfléchisse à des nouveaux formats, qu'elle aille faire du build, mais pas qu'elle aille faire ce run-là. Bah, du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que à 12:30, quand j'ai fini le Servoco, il y a une automatisation. Donc Servoco, c'est un coaching de groupe, hein. Il y a une automatisation qui part, qui dit: «OK, va écouter tout ce qu'a dit Gérald et extrait, toutes les questions qui ont été posées, et à chaque fois récupère les 3 concepts qu'il a donnés». Ça me prépare le truc, je coche les trucs intéressants,
dans Notion, ça me fait des tâches Notion. Je dis: «OK, ça c'est bien, non ça c'est nul, ça c'est bien, ça je l'améliore», je modifie trois quatre trucs et Ouais. à ce moment-là, ça me prépare le carrousel, ça prépare le post, le réel et cetera. Bah, ça, tu vois, ça a permis de remobiliser une ressource talentueuse au bon endroit, et pas lui faire des trucs, que la machine peut faire aussi bien, quoi. Donc voilà, Et un cas typique, ça voilà, c'est pour moi ça a changé le truc. Ça a changé le ouais, game. elle peut être sur un autre rôle sur lequel elle aura beaucoup plus de valeur ajoutée et voilà, OK, ouais. Ultra, ultra intéressant. OK. Bah, écoute, Gérald, merci beaucoup. On a pu évoquer, pas mal de points ensemble. Je pense que si dis-moi si tu as un dernier, mot de la fin, même si c'est un peu une question piège, si tu as quelque chose que tu as envie d'aborder? Alors moi, je pense que tu es vraiment bon dans cet exercice-là, donc merci de m'avoir invité, c'est un plaisir, tes invitations de podcast, j'en ai eu quand même plusieurs et c'est pas toujours aussi sympa, donc vraiment, bravo, continue. Ça c'est top et je pense que du coup, en plus de te remercier, je pense que c'est un super exemple, pour, tous ceux qui veulent, démarrer sur la création de contenu, soit rencontrer des gens. C'est un super prétexte, le podcast pour rencontrer des gens et donc, là, c'est le modèle typique. On est sur le premier épisode de ton podcast, je crois que tu disais en intro. Ben, c'est trop bien, je pense que ça doit inspirer beaucoup de gens. Donc bravo et ceux qui nous écoutent, allez-y et essayez de Let's go. de faire pareil. Let's go. Merci beaucoup à toi. Ouais, trop bien.